Bonjour, je m'appelle Philippe Collet, je suis journaliste pour Actu Environnement, un média français spécialisé dans les questions environnementales. Et je m'occupe depuis une quinzaine d'années des questions qui s'intéressent aux déchets, à l'économie circulaire et au plastique. À ce titre, je vais vous présenter quelles sont les stratégies mises en œuvre en Europe, les échecs qui ont été rencontrés, les difficultés et aussi les nouvelles stratégies qui sont ébauchées aujourd'hui pour contourner ces difficultés. À la base, l'Europe a misé sur le concept de la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire que pour lutter contre les pollutions liées aux déchets, l'idée était d'astreindre les metteurs en marché à des obligations. C'est le principe du pollueur-payeur. En gros, les pollueurs qui produisent les produits concernés sont censés financer des dispositifs de collecte, de tri, de recyclage des matières pour éviter les pollutions. Cette stratégie a été lancée en France en 92 pour les emballages, et notamment les emballages en polystyrène, et étendue à l'échelle européenne en 2008. Alors, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est que dire aux producteurs qu'il faut collecter, trier et recycler les plastiques, puisque c'est le sujet mis au centre de la REP emballage, finalement n'impose pas de recycler tous les plastiques et surtout ne réduit pas la pollution, c'est-à-dire que finalement on s'est rendu compte au fil du temps qu'il y avait toujours des problèmes de pollution. Recycler les plastiques, on peut l'atteindre avec des plastiques qui sont très recyclables et finalement laisser de côté les volumes de plastique qui sont peu recyclés et même qui ne sont pas du tout recyclés comme c'est le cas du polystyrène. En France, le problème a surtout été très marqué autour d'un objet qui est un symbole justement de cet échec, c'est le pot de yaourt. En France, on utilise beaucoup de pots de yaourt individuels qui sont justement en polystyrène. Alors c'est du polystyrène choc, c'est pas du polystyrène expansé ou extrudé. Et ce produit ne se recycle pas et c'est vraiment devenu le symbole de ces déchets que le citoyen met dans le bac de tri, qui passe en centre de tri et qui au final n'aboutit nulle part parce qu'il n'y a pas de solution. Parallèlement à la mise en œuvre de la REP, il y a des études qui ont continué à être publiées et qui mettaient en avant que la pollution plastique ne diminuait pas. Donc on s'est dit, le système ne fonctionne pas convenablement, il faut trouver une alternative. Donc l'Europe a changé son fusil d'épaule et elle a mis une loi qui, pour la première fois, impose des interdictions ou des réglementations beaucoup plus strictes. C'est-à-dire qu'on ne fixe plus des objectifs aux producteurs, mais on leur impose une interdiction de certains produits problématiques. Alors concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé quels sont les déchets qui sont les plus présents sur les plages. Et à chaque fois qu'il y avait une alternative qui était facilement accessible, on a décidé des interdictions. Donc un exemple ou deux, par exemple les pailles. On peut avoir des pailles qui ne sont pas en plastique, donc on a interdit les pailles en plastique. Même chose pour les bâtonnets de coton-tige, ils peuvent être en carton, ils peuvent être en bois, donc on a interdit les bâtonnets de coton-tige en plastique. Cette loi, elle est vraiment très importante pour deux raisons. D'abord parce que pour la première fois, l'Europe va vers l'interdiction, c'est-à-dire que c'est fini de dire aux producteurs « on vous responsabilise, on vous fait confiance ». Dans certains cas extrêmes, on interdit. Donc c'est un peu une épée de Damoclès. Et puis, elle est très importante parce que c'est une des lois, si ce n'est la loi qui a été adoptée le plus rapidement. Il faut imaginer qu'entre le moment où la Commission européenne a présenté son projet, en mai 2018, et le moment où les législateurs européens, le Conseil et le Parlement sont tombés d'accord, en décembre 2018, il ne s'est passé que 6 mois. C'est exceptionnellement rapide dans l'histoire de la législation européenne. Alors, ça montre surtout qu'il y a un vrai sujet, qu'il y a un vrai intérêt du législateur et que les opinions publiques derrière poussent à ce qu'on fasse quelque chose. Alors bien sûr, le polystyrène n'est pas absent de cette législation. Et en l'occurrence, un des produits interdits qui est parmi les plus importants, c'est l'emballage les contenants alimentaires à emporter. Alors je parle là des boîtes pour mettre les hamburgers ou pour mettre les kebabs qui sont interdits en Europe. Et ça, c'est un vrai coup de semonce parce que ça faisait des années que le polystyrène était montré du doigt. J'ai évoqué précédemment le pot de yaourt qui n'est pas recyclé. C'est aussi le cas pour d'autres emballages en polystyrène. Et là, pour la première fois, la Commission européenne dit « c'est fini sur ce type d'emballage ».
L'emballage qui a été interdit, donc c'est un emballage pour la consommation hors domicile, la vente à emporter, et c'est un emballage qui pour le secteur est important. Donc les industriels ne sont pas restés les bras croisés et ils ont proposé des alternatives qui sont toujours basées à base de plastique. En gros, ils ont contourné la loi. La loi européenne interdit le polystyrène expansé. Donc on a vu apparaître des alternatives qui sont soit en polystyrène non plus expansé mais extrudé, soit en polypropylène, une autre résine, qui sont expansés ou extrudés. Donc on voit bien que finalement ça a été un peu un coup d'épée dans l'eau, même si quand même il faut observer que beaucoup sont passés à des emballages en carton, etc. Mais il y a toujours cette alternative qui reste du plastique et qui pose toujours les mêmes problèmes. Parce que le problème de cet emballage, c'est qu'il n'est pas jeté dans des poubelles puisqu'il est souvent consommé hors domicile et il va plus facilement se retrouver dans l'environnement. Alors la France a essayé de contourner, a essayé de mettre des bâtons dans les roues à ces alternatives en proposant un projet de décret qui vise à interdire le polystyrène expansé, le polystyrène extrudé, les polypropylènes expansés et extrudés pour ce type d'emballage. Mais pour l'instant, ça n'a pas abouti et sur ce plan-là, il n'y a pas eu de progrès d'engagé. Ce qu'il faut observer, c'est que c'est un peu la situation qui s'est aussi passée à San Francisco quand ils ont interdit les gobelets en polystyrène expansé. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que la part de ces gobelets dans les déchets retrouvés sur les plages a environ baissé d'un tiers, et ça très rapidement. C'est assez logique, il en reste dans l'environnement qui mettent du temps à arriver à la plage, donc ils ne disparaissent pas complètement, mais malgré tout, le flux est tari à la source. En revanche, on a vu apparaître de plus en plus de gobelets en plastique. Et là, les gobelets en plastique sur les plages ont augmenté d'à peu près 70% par rapport à ce qu'ils étaient avant. Ce que ça montre, c'est que souvent, le législateur pense éradiquer un problème en raisonnant sur le produit concerné, qui est le produit phare, mais il ne prend pas forcément en compte les alternatives qui peuvent être aussi dangereuses ou aussi problématiques. Et si on ne fait pas les deux, c'est-à-dire si on n'est pas capable de se mettre dans la tête de l'industriel qui va chercher à contourner la loi, et bien souvent on peut se retrouver avec d'autres problèmes qui sont différents mais qui restent des problèmes. Aujourd'hui, on voit émerger 3 types de stratégies au niveau européen et au niveau français. La première, c'est de miser sur des taux d'incorporation. C'est-à-dire que, si on demande aux industriels de présenter des produits qui sont recyclables, à la limite, ils peuvent le faire, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont recyclés. Et puis surtout, on va prendre des produits qui vont être de bonne qualité, enfin avec des usages nobles, notamment tout ce qu'on appelle le contact alimentaire, et qui finalement vont être non pas recyclés, mais décyclés. C'est-à-dire, une fois qu'ils deviennent des déchets, ils sont transformés dans des produits qui ont moins de valeur ajoutée. Donc ça ne tarit pas l'appel d'air pour des résines vierges et ça ne règle pas le problème. Donc aujourd'hui, on cherche à imposer des taux d'incorporation. C'est-à-dire qu'on dit aux professionnels, si vous voulez mettre sur le marché des produits, il faut qu'il y ait X% de matière recyclée. Et là, ça change la donne. C'est-à-dire que l'industriel est obligé de trouver des produits qui sont recyclables, mais qui sont effectivement recyclés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en France, on cherche à imposer l'existence de filières effectives de recyclage. C'est-à-dire qu'en France, on dit, si vous voulez mettre sur le marché des produits, il faut qu'effectivement, ils soient recyclés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il existe des usines, et pas simplement que ce soit possible sur le plan théorique. Alors ça s'applique directement au polystyrène. Depuis 2020, la filière essaie de s'organiser pour faire émerger des solutions. Et on voit que ça bouge, mais ça ne bouge pas suffisamment. Et là, il va y avoir, dans les années qui viennent, une vraie question de voir si les pouvoirs publics vont effectivement jusqu'au bout de la démarche. Au stade actuel, on en est à une situation où il y a à peu près 100 000 tonnes d'emballage polystyrène mis sur le marché tous les ans. Et aujourd'hui, la filière qui est chargée d'organiser le recyclage effectif de ces polystyrènes, elle s'est engagée sur un recyclage d'environ 8 000 tonnes à l'horizon 2025. Est-ce que le législateur va considérer que 8% des mises en marché recyclées effectivement, c'est suffisant pour dire qu'on est
qu'on est concrètement avec une filière efficace et existante, ça, il faudra attendre de le voir. Là où ces deux premiers points convergent, c'est-à-dire l'existence d'une filière de recyclage et l'incorporation obligatoire de matières recyclées, c'est que ça met la pression sur les industriels. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une vraie crainte de beaucoup d'industriels de voir interdits certains plastiques à une échelle relativement large, qui irait beaucoup plus loin que la boîte de kebab. Et donc, aujourd'hui, on sent que dans l'industrie, il y a des alternatives qui émergent et que certains se détournent de ces produits. C'est notamment le cas, par exemple, d'un syndicat professionnel qui est spécialisé dans l'électronique et qui recommande à ces industriels de trouver des alternatives au polystyrène expansé dans les cartons qui servent à caler le polystyrène qui sert à caler une télévision ou je ne sais quoi. Et là, il y a des prises de position où ils recommandent fortement à leurs adhérents de commencer à trouver des alternatives dès que c'est possible, justement parce qu'il y a cette pression. Alors la troisième solution, qui est un petit peu différente et qui est certainement beaucoup plus intéressante, c'est d'aller vers des obligations de réemploi. Alors ça, c'est une stratégie qui est en train d'être mise en place en Europe avec une révision d'un texte qui est extrêmement important sur les emballages. Le problème, c'est qu'il y a une vraie levée de bouclier des industriels. Alors ce qu'on observe, l'objectif de la Commission européenne, c'était notamment pour la vente à emporter d'aliments, d'imposer un taux de réemploi de 40% des contenants à l'horizon 2040. Alors 40% pour 2040, ça peut paraître pas très ambitieux, mais en réalité, c'est un vrai changement de paradigme et c'est quelque chose qui est vraiment de nature à changer profondément la donne, surtout quand on voit les quantités de contenants qui sont concernés. Le problème, c'est qu'on a face à cette volonté de réformer la législation européenne, des lobbies qui sont extrêmement puissants et organisés. Alors, il y a une entreprise qui vient symboliser ça, c'est McDonald's. Et dans le cadre des discussions au Parlement sur ce texte, ils ont créé un site internet et ils ont publié une étude qui s'appelle No Silver Bullet, dans laquelle ils défendent, avec différents arguments plutôt fallacieux, mais en tout cas qui sont sur la table, l'idée que leur modèle de consommation, de vente à emporter dans des emballages jetables reste plus efficace que le réemploi. En termes d'environnement, en termes d'ACV, en termes d'émissions de CO2, ils prennent beaucoup d'arguments pour dire ça. Et pour l'instant, ça a porté ses fruits, puisque le Parlement européen vient de prendre une décision toute récente, là, en septembre, dans un vote en commission, qui est de supprimer cet objectif. Donc on voit que les choses commencent à évoluer vers le réemploi, mais que ça reste encore très très compliqué. Les arguments de McDonald's sont fallacieux parce que quand on fait des ACV, donc des analyses de cycle de vie, en fonction des critères qu'on retient, on peut faire dire beaucoup de choses différentes. Donc je vais juste prendre un exemple qui est les émissions de CO2 associées aux différents emballages. Si d'un côté on dit que l'emballage jetable, il va être en carton et qu'il est effectivement collecté, ensuite d'abord que le carton est produit à partir de fibres certifiées, qu'ensuite l'emballage après usage il est collecté, il est effectivement recyclé, on a un impact environnemental qui est réduit puisqu'on prend des fibres de qualité et qu'on les recycle. Mais ça, dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas le cas. Et c'est justement ce qu'a démontré l'échec, ou en tout cas le succès très limité de la directive, de la responsabilité élargie du producteur. De l'autre côté, quand on regarde l'alternative, qui est l'emballage réemployable, on peut aussi prendre des hypothèses qui sont, si je considère que le client achète un produit à emporter, qu'il le ramène chez lui, qu'il le consomme et qu'il prend sa voiture pour retourner au magasin et rapporter le produit. Là, je vais avoir un impact qui est important. Si ensuite, je dis que le lavage, il est fait dans des conditions qui sont un petit peu avec de l'eau très chaude, avec des critères, là aussi, je vais alourdir le bilan environnemental. Alors que dans les faits,
On peut imaginer des systèmes dans lesquels je prendrai l'emballage dans un magasin A et je pourrais le déposer dans un magasin B qui est à proximité de chez moi. Ce qui viendrait par exemple réduire l'impact du retour du produit au magasin. De la même manière, on peut imaginer des solutions de lavage à des échelles suffisamment importantes et suffisamment bien organisées pour que l'impact soit réduit. Donc, on peut faire dire beaucoup de choses aux ACV et c'est ce genre de choses que fait l'étude de McDonald's. En conclusion, je vais être bref et je vais développer 3 points. Le premier, c'est que les hommes politiques, le législateur et les citoyens commencent à prendre conscience du problème et on voit que des stratégies sont élaborées pour l'éradiquer. Le deuxième, c'est que justement ces stratégies tâtonnent, mais qu'il n'y a pas de renoncement. Et qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un contournement, à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a un échec, on cherche une solution pour éviter ça et qu'aujourd'hui sont sur la table des solutions qui sont réellement efficaces et je pense au réemploi. Et la troisième chose, c'est que les industriels commencent aussi à se détourner d'eux-mêmes du plastique. Alors pas autant qu'il le faudrait, mais d'un côté, ils se disent ça va être compliqué de respecter ces réglementations, et de l'autre côté, ils se disent on n'a pas une bonne image de marque avec ce matériau. Et donc, petit à petit, certes lentement, on voit apparaître des produits qui se détournent du plastique tout simplement.